La préparation estivale s'accélère du côté de la SS. Les Verts peaufinent les derniers réglages avant d'entamer une nouvelle saison en Ligue 2. Le mercato n'est pas terminé, Lucas Tassin pourrait finalement rester dans le Forêt tandis qu'une pépite venue d'Angleterre pourrait bien renforcer l'attaque dans les prochains jours. En défense, le gros coup Chico Lamba confirmé, d'autres recrues sont désormais espérées à l'image d'un certain Joshua Dufus. C'est justement le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, un point mercato avec Romain et Sylvain. Messieurs, comment allez-vous ? Eh ben, écoute, ça va, salut à tous. Moi je suis en extérieur donc j'espère que vous m'entendrez bien. Puis avec Sylvain. Écoute, pas mal aussi, hâte de parler un peu de tout ça. Ça commence à bien bouger. On est chanceux dans cette Ligue 2 quand on voit les concurrents, comment ça se passe. Donc on va débattre de tout ça. C'est ça, un mercato. Saint-Etienne passe clairement à la vitesse supérieure avec la recrue. Donc Chico Lamba, il y a déjà quelques jours, quelques semaines. Un départ imminent également de Dylan Batubinsika. Et puis un poste qui semble devoir recevoir des renforts dans les prochains jours, c'est les postes de latéraux, puisque je le rappelle, Léo Petro qui a rejoint la Liga avec Elche, qui a donc laissé vacant ce poste de latéral gauche. Et puis on a un autre départ, Sylvain, celui de Darling Blady pour le Betis Séville. Totalement, ouais, c'est quelque chose qu'on suivait de près. Darling Blady n'a pas été convié à la reprise du groupe professionnel de façon assez étonnante. Après une bonne saison en prêt en National 1 avec Bourg où il a joué une grande majorité des matchs. Voilà, c'est un choix du coach, c'est un choix du club, pardon. Aujourd'hui, il y a eu la recrue Lassana Traoré qui est arrivée et qui semble avoir la préférence de Kilmer. Donc voilà, Blady a trouvé assez facilement un autre projet. Ce sera du côté de la réserve du Betis dans un premier temps. Reste à voir s'il arrivera à gratter du temps de jeu en Liga ensuite. Est-ce qu'on, très rapidement, avant de passer à une autre question, est-ce que c'était un joueur qu'on pouvait voir, qu'on pouvait espérer voir en Ligue 2 sous Eric Horneland ? A contrario, est-ce que Lassana Traoré saura prendre ce rôle ? Écoute, en tout cas, c'est le choix qu'a fait Kilmer. Le temps nous répondra à cette question. Moi, je pense que Darling Blady, en tant que en tant que doublure, était prêt pour ce rôle-là, largement. D'ailleurs, certains clubs de Ligue 2 s'étaient intéressés à son sujet pour l'intégrer même comme un numéro 1 dans leur effectif au poste d'arrière gauche. Voilà. Le club a fait un choix différent, notamment via cette recrue. Donc voilà, c'est ainsi. Il faut tourner la page Darling Blady à la Saint-Etienne. Puisque les dirigeants ont fait ce choix-là. Romain, rapidement, à droite, la SS lorgne sur un autre profil, celui de Tony Strata, qui est joueur d'Ajaccio. Il y a plusieurs noms qui sont évoqués, plusieurs noms qui sont sortis. Vous avez communiqué celui de Thibaut Varias de Laval, qui était suivi, mais c'est pas allé plus loin que ça. On a évoqué également le nom de Paul Joly. Paul Joly qui est aujourd'hui un dossier qu'on maîtrise plutôt pas mal, qu'on vous a sorti en exclu sur Peuple Vert. Paul Joly, il est en manque de temps de jeu du côté d'Auxerre. Il a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2 lorsqu'ils sont montés, lorsqu'on est monté avec eux. Et puis derrière, il s'est avéré que il a eu moins de temps de jeu et que qu'Auxerre a décidé de recruter Marvin Senaya et Lamine Say. Donc il arrive en troisième position dans l'effectif à son poste à Auxerre. Du coup, typiquement, c'est un joueur qui doit trouver une porte de sortie et Sainté est plutôt intéressé. J'ai l'impression qu'ils veulent plutôt quelqu'un avec une petite expérience en Ligue 2 et ça peut être aussi rassurant en ce sens. Bon, voilà, en tout cas, on ne va pas aller uniquement sur des prospects. Et puis Tony Strata, c'était une piste qui avait été évoquée, révélée par le Progrès il y a de ça quelques temps. Et là, confirmé par Foot Mercato, qui indiquait que ça s'accélérait peut-être même un peu. Voilà, donc là on est plutôt sur un joueur qui a une seule saison en Ligue 2, qui a 20 ans et qui est très prometteur, et avec Ajaccio qui est dans une situation très très compliquée parce qu'ils sont relégués administrativement et qu'ils doivent passer devant le CNOSF. Ça pourrait aider le dossier à se débloquer en faveur de la SS ? Oui et non, mais ça peut aider à débloquer dans le sens où c'est un dossier qui
serait pas très 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 cher quoi. Mais pour autant, c'est toujours des situations où on est un petit peu dans l'entre. Mais après, est-ce que c'est la priorité? Est-ce que Paul Joly est la priorité? Est-ce que c'est un autre qui sera sorti du chapeau parce que c'est la spécialité de Kilmer? Ça, je me garderai bien de me prononcer. Romain, rapidement, du coup, avec ces deux profils, on observe quand même Kilmer prendre les devants sur des joueurs avec des profils très spécifiques. En Strata, présente-nous-les un petit peu. Comment est-ce qu'évolue Strata? Comment est-ce qu'évolue Paul Joly? Deux joueurs qui ont largement le niveau pour la Ligue 2. Oui, c'est des joueurs qui ont montré par le passé qu'ils savaient faire bonne figure en Ligue 2. Paul Joly, il a 25 ans, Strata, il en a 20, donc forcément, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est des joueurs qui ont déjà montré sur une saison pleine, au moins une, parce que Strata en a une pleine, qu'ils pouvaient faire bonne figure en Ligue 2. Donc c'est des spécialistes du poste. Strata a l'avantage de pouvoir jouer à gauche et à droite, même si a priori il est plus à l'aise à droite. Et puis Paul Joly, il peut dépanner dans l'axe également, même si depuis plusieurs saisons il évolue à droite. Bon, c'est des joueurs qui sont portés sur l'offensive et qui sont peut-être un peu plus à l'aise techniquement que ce qu'on a aujourd'hui. Rapidement aussi, mais à chaque fois qu'on parle de recrues du côté de Kilmer Sport, ça va toujours être des joueurs qui sont portés vers l'avenir, qui seront capables à terme d'évoluer en Ligue 1. C'est le cas pour Strata et pour Paul Joly. Alors peut-être plus pour Strata que pour Paul Joly, parce que Paul Joly il a déjà 25 ans, donc c'est un visage bien connu. Est-ce que demain il a l'avant, du moins il a le potentiel pour aller chercher un top 10 de Ligue 1? J'en ai aucune idée. Par contre, il y a quelque chose, Strata peut-être plus de potentiel, vu qu'il est plus jeune. Mais est-ce que c'est les deux seules pistes? Déjà, c'est une question. Et aujourd'hui, avant de penser à plus haut, va falloir quand même monter en Ligue 1. Et ça, ça passe, on connaît ce championnat, ça passe par de l'expérience et il faut connaître le chemin pour monter. Donc on l'a vu quand on l'a fait il y a 2 ans. Maintenant, voilà, faut pas croire que avoir uniquement des gamins de 20 ans, ça va suffire pour monter facilement en Ligue 1. Sylvain, rapidement, pour clôturer le sujet, puis ensuite on parlera de Michael Nadé, je te relancerai dessus, mais est-ce qu'on peut s'attendre, en tout cas dans ces postes de latéraux, à une officialisation dans les prochains jours? On sait, la SS voulait avoir ces nouveaux joueurs pour le stage de préparation. On peut jamais répondre à cette question, on n'est pas dans les secrets des bureaux de la cellule de recrutement. Aujourd'hui, on sait que le club travaille fort pour avoir l'effectif le plus vite possible et le donner à Horneland pour qu'il puisse travailler avec et préparer au mieux la saison à venir. Maintenant, de là à dire qu'une piste va aboutir, pour le moment, on n'en a pas l'impression, mais on ne peut pas l'affirmer de façon certaine. Aujourd'hui, le poste de latéral, c'est quand même le poste où les pistes sont les plus floues et les plus difficiles à cerner, notamment sur qui est la priorité, qui est le second choix, qui est le troisième choix. C'est très très difficile. Voilà, si les choses s'accélèrent, on en aura peut-être davantage. On a des bruits de différents endroits. Il faut démêler le vrai du faux et c'est jamais super facile. Donc actuellement, c'est une question auquel on ne peut pas encore répondre. Un dossier complexe comme celui donc de Michael Nadé, puisque de nombreux clubs se seraient manifestés sur ce joueur ces derniers jours. Sylvain, est-ce que tu peux nous faire très rapidement un point sur le dossier Michael Nadé, sur le défenseur? Michael Nadé, c'est très simple. C'est un joueur qui a prolongé la saison dernière de 4 années son contrat alors qu'il arrivait en fin de contrat. Voilà, il a fait sa saison en Ligue 1 et le fait d'être en Ligue 1 a pesé dans son choix de prolonger l'aventure. La descente en Ligue 2, forcément, voilà, il y a joué pendant 2 saisons. Il a peut-être envie de voir autre chose. Il est peut-être aussi un peu fatigué par le contexte à SSE et son instabilité depuis plusieurs saisons, même si on tient à devenir plus stable dans les années à venir. Voilà, aujourd'hui il est suivi par des clubs de championship, il est suivi par l'Hellas Vérone qui évolue en Serie A, paraît-il, selon les informations du Progrès. Maintenant, il faut que des offres tombent. Et au moment où on se parle, il n'y a pas eu d'offre concernant Michael Nadé, donc voilà. Mais évidemment, ce joueur est à l'écoute des différentes options et ne serait pas contre quitter le Forez. Est-ce qu'au même titre qu'un Lucas Tassin, qu'un Pierre Equois, dossier dont on parlera juste après, mais est-ce qu'au même titre, la SRS ne le laissera pas partir pour une petite somme, sachant qu'il est encore sous contrat pendant quelques temps avec les Verts? De toute façon, ils vont faciliter aucun départ, hein.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. Ils ont la main mise sur tous les dossiers puisqu'ils sont puissants financièrement et ils ont la possibilité de garder tout le monde dans cet effectif. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, ils faciliteront aucun départ. Il faudra répondre à des conditions qu'ils ont fixées eux-mêmes et c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'exemple Blady, ça n'a pas été facilité non plus le dossier. Mika Nadé, ça demande plusieurs millions d'euros. Voilà, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs millions d'euros. Du fait que le joueur soit sous contrat à 4 ans, il considère que c'est pas quelqu'un qu'on lâchera à 1 million d'euros, 500 000, 1 million d'euros. Donc voilà, ils veulent être maîtres de chaque dossier. Et s'ils lâchent un joueur, c'est en s'y retrouvant financièrement. Donc ça facilite pas les départs pour les joueurs qui veulent partir, mais que Kilmer ne veut pas forcément se débarrasser. Romain, de ton côté, est-ce que tu penses qu'une recrue sera imminente en cas de départ de Michael Nadé? Ça reste quand même un joueur qui aura sa place en Ligue 2 l'année prochaine s'il reste sous la tunique verte. Après, c'est un secret pour personne, ça fait un petit moment qu'on sait que Michael Nadé a des envies d'ailleurs, ce qui se comprend largement vu le temps qu'il a fait à Saint-Étienne. Moi je pense qu'il finira par partir, mais j'en suis pas non plus convaincu. Dans le sens où quand je vois dire qu'on n'est pas fermé à un départ, mais qu'on demande une certaine somme, va falloir qu'il ne sorte pas d'une saison non plus où il a été clairement à son avantage. Je pense que, alors il n'a pas un très gros salaire, donc c'est ce qui peut faire il peut attirer. Pour autant, voilà, je demande à voir. Pour l'instant, il n'y a rien sur la table de concret. On verra demain ce qu'il en est, mais s'il y a départ, il sera remplacé. Et puis autre dossier qui interroge, autre dossier plutôt flou, celui de Benjamin Bouchouari. Plusieurs clubs sont prétendants, en tout cas courtisent le milieu marocain. Romain, comment est-ce que ça avance? Est-ce qu'un départ est à prévoir dans le Forêt? Est-ce que le joueur pourrait rester cette saison en Ligue 2? Ouais, écoutez, Benjamin Bouchouari, chaque été, chaque mercato, il y a un petit article ou deux qui sort comme quoi il y a des clubs qui sont sur lui, et voilà. Sauf que alors, on parle d'Espagne, on parle d'Italie, on parle de Turquie. Voilà. Moi, je fais simplement le constat que c'est un joueur qui a changé à multiples reprises d'agent. C'est un joueur qui, à chaque fois, est resté. C'est un joueur qui, aujourd'hui, est blessé, touché au dos. Il ne joue pas les matchs de préparation. Est-ce que une offre tombera sur la table pour Benjamin Bouchouari? Peut-être. Aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui a encore des carences et qui attire peut-être pas tant que ça. C'est séduisant, mais pas suffisamment pour que des équipes passent à l'offensive parce que physiquement, parce que défensivement, il a encore des paliers à passer. Après, aujourd'hui, il est en fin de contrat dans une année, pardon. Donc peut-être que ça peut attirer, mais on sait très bien que chaque été, les joueurs qui sont blessés, c'est compliqué pour trouver une porte de sortie. Donc moi, je suis très méfiant par rapport à ce que je lis sur Benjamin Bouchouari. Cette blessure au dos, justement, que Benjamin Bouchouari se traîne depuis quand même plusieurs mois, refroidit un peu les ardeurs de nombreux clubs, de nombreux prétendants? Je sais pas, mais moi je me mets à la place des clubs. Quand j'entends que le Progrès parle de 5 millions pour racheter une année de contrat à un joueur qui a qui a montré un joli visage, mais sur la durée c'est toujours assez compliqué, et dans une équipe, on a toujours un petit peu du mal à faire le puzzle autour de lui. Je me pose la question si un club va poser 5 millions d'euros sur quelqu'un qui a un problème de dos. On parle pas d'une entorse, le dos, ça peut traîner pendant longtemps, ça a déjà bousillé des carrières. Donc voilà, c'est simplement un avis. Et puis autre dossier très très chaud de cet été, c'est celui de Pierre Ekoa, puisque après 29 matchs disputés en Ligue 1 la saison dernière, ce dernier donc a convaincu Eric Orneland et les dirigeants stéphanois. L'option d'achat a été automatiquement donc levée dans les toutes dernières minutes précédant la deadline prévue dans son contrat. Pourtant aujourd'hui il n'y a pas d'officialisation et puis le joueur est absent de la préparation. Sylvain, toi, très rapidement, avant d'aller d'aller un peu plus dans le concret, est-ce que tu vois un joueur qui est peu convaincu à l'idée d'évoluer en Ligue 2 l'année prochaine? C'est certain que c'est un joueur qui est peu convaincu d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. C'est un dossier qui est délicat.
C'est un dossier qui demande beaucoup de pincettes parce que on fait face à un joueur en fait qui n'avait pas prévu ce chemin-là pour sa carrière. Il faut savoir deux, trois petites choses quand on fait un prêt avec option d'achat, tout est fixé en avance. C'est-à-dire que, en fait, pour être concret, lorsqu'il a signé la saison dernière avec Sunderland, tout était fixé en termes de salaire, tout était fixé en termes de prix d'option d'achat, tout était calé et le club pouvait ou non lever l'option d'achat. Maintenant, le club a fait le choix de la lever, paraît-il, en toute fin de mercato, en toute fin d'option d'achat, parce qu'il y a toujours une deadline qui explique que après c'est plus possible de lever l'option d'achat. Et le club a fait le choix de la lever. Est-ce que c'est lié au fait que le joueur était courtisé et qu'ils envisagent une plus-value? Est-ce que c'est lié au fait que le club veut convaincre Pierre Écois de s'inscrire dans le projet Ligue 2? Voilà, je vais laisser Romain parler de ce dossier. Mm. C'est un dossier qu'il connaît C'est très ça. bien, c'est lui qui le gère au sein du club, donc je vais le laisser rebondir exactement sur tout ça. Justement, Romain, pourquoi une telle opération du côté de l'AS Saint-Etienne Est-ce qu'on va parler d'achat-revente sous Kilmer, alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parler de ça Euh, pourquoi est-ce qu'on en est venu à lever l'option d'achat de Pierre Écois? Bah, c'est la grande question aujourd'hui. Moi, je suis intimement convaincu que eux, ils ont un projet et que Pierre Écois, il le voulait en numéro 6 dans cette équipe. Et alors pour faire une plus-value, je les vois pas se rentrer dans un dossier bourbier pour faire une plus-value d'1 million d'euros, qui est toutefois très incertaine. Donc là-dessus, moi c'est clairement un dossier sur lequel je serais pas allé. Après, qu'est-ce qu'il en sera qu'est-ce qu'il en est? C'est que il y a ce dossier, il implique aussi une large baisse de salaire pour Pierre Écois par rapport à ce qu'il touchait à Sunderland. Ça, c'est quelque chose. La Ligue 2, bon déjà, ça fait mal parce qu'on a des clubs de taille européenne, on les a sortis. Il y a Braga, il y en a plusieurs en Allemagne, en Championship, Ipswich, je crois. Excusez-moi si j'écorche le nom. Il y a plusieurs clubs qui sont dessus, Betis et tout. Après, être dessus, c'est une chose. Où est-ce qu'il apparaît dans la liste, c'en est une autre. J'ai entendu Stuttgart, il sera tout en bas dans la liste. Mais il y a aussi un problème de salaire et d'autres problèmes d'ordre personnel sur lesquels on refuse d'aller. Mais c'est le tout combiné, le manque de communication du club, parce que quand tu lèves une option d'achat, le moindre des choses, tu pourrais appeler le joueur, qui est une conversation. Non, là, il n'y a pas eu de conversation et ils ont tous été très surpris. Et ça, t'aboutit à un dossier bourbier, voilà, et qui va traîner, et du coup, c'est de l'énergie que tu mets pas ailleurs, quoi. Mais on n'est pas pour autant à l'aube d'un dossier Nielsen Kunku qu'on a pu avoir en 2023. Moi, de ce que je sais, c'est pas un joueur. Alors, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit autour de moi. C'est pas un joueur qui va s'étaler dans la presse, qui va laisser exploser sa frustration comme ça. Après, on n'est pas à l'abri de ce genre de déclaration. Pour l'instant, il déclare pas la guerre à la SS parce qu'il y a beaucoup de respect pour le club. Alors, je vois qu'il en prend plein la tronche et je peux l'entendre, mais des fois, il faut modérer un petit peu nos propos, du moins les propos. Et là, il y a des choses, des fois, faut aussi se mettre un petit peu à sa place. Si vous avez si on se met à la place, vous avez votre gamin qui a signé un contrat, certes avec une modalité d'option d'achat, et que derrière son contrat est divisé, du moins, on l'informe pas, son contrat il est divisé par 3, son salaire est divisé par 3, alors qu'il a des opportunités en Europe. On peut comprendre que plus d'autres soucis perso, on peut comprendre que ça aille pas bien dans sa tête, quoi. Après, aujourd'hui, Saint-Étienne aurait pu s'épargner ça. Voilà, moi c'est simplement ça que je dis. Voilà, si les joueurs veulent pas rester, alors forcer un petit peu la chose, oui, mais il y en a avec qui ça passera pas, quoi. Mais Sylvain, pour autant, ça démontre quand même la volonté de Kilmer de conserver les cadres de la saison précédente pour le futur. Sylvain? Oui, oui, c'est l'idée. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est à double tranchant. Faire le choix de retenir des gens qui ont peut-être pas la tête totalement dans le projet, d'autant plus dans un championnat de Ligue 2 qui va être intense, où on va être attendu partout, c'est à double tranchant. Je demande à voir.
Et au même titre de la révélation de la seconde partie de saison de l'année dernière, à savoir Lucas Tassin qui lui de son côté souhaite passer un step après une demi-saison on va dire, ou voire même une saison réussie du côté de la Saint-Etienne en Ligue 1. Depuis, quelques clubs ont pris des renseignements, mais les demandes des dirigeants stéphanois semblent refroidir certaines ardeurs. Euh, Romain, à l'image d'un certain Zurico Davitashvili, la SS compte vraiment pas se séparer de ce meilleur joueur, sauf offre irraisonnable. Oui, je vais rebondir là-dessus, moi, sur la question de Colin. C'est clairement qu'il faut comprendre la position de chacun. On est dans un jeu de, comment dire, de ping-pong dans lequel il y a deux camps. Il y a le camp joueur, donc le camp Stassin ou le camp Davitashvili, et il y a le camp club. Donc, quand vous entendez un bruit, il faut comprendre que c'est un retour de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, le clan Stassin a fait fuiter potentiellement que le joueur voulait partir, que le joueur espérait un autre projet que celui de la Ligue 2, que le joueur n'irait pas au clash, cela dit, que le prix demandé était de 20 millions. Voilà, le clan Stassin a fait fuiter ça. Dans la foulée, il y a une réponse détournée du club qui dit que aujourd'hui il n'y a pas d'offre pour Lucas Stassin, et ça c'est une réalité. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre à hauteur en tout cas de ce que veut le club. Donc, statu quo, Stassin, pour le moment, reste à l'AS Saint-Etienne. Et il va y avoir un jeu de ping-pong systématique entre les deux parties, puisque d'un côté, on a un joueur qui, quand même, aimerait évoluer au-delà de la Ligue 2, et on peut le comprendre au vu de sa demi-saison dernière. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde sait qu'il a l'objectif Coupe du Monde en 2026. Donc, il espère évoluer à un niveau supérieur de la Ligue 2. On peut aussi le comprendre du côté de Zurico Davitashvili, qui a fait une saison, au moins d'un point de vue statistique, très honorable avec la SSE, et qui a déjà goûté à 2 ans de Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux, donc qui aspire sûrement à autre chose. Maintenant, encore une fois, on l'a dit sur les dossiers précédents, le club compte bien se faire respecter. Quand je dis se faire respecter, c'est avoir des offres à la hauteur de ce qui est demandé et des conditions qui sont hautes. N'ayons pas peur des mots, des conditions qui sont hautes parce que financièrement, on a la puissance financière de dire écoutez, s'il n'y a pas tant sur la table, on vous garde, on peut vous payer et vous pouvez rester chez nous et on fera la saison avec vous. Tout simplement. Donc une fois qu'on a bien compris ce jeu de ping-pong qui est de dire ah Stassin il veut partir, ah est-ce que peut-être il y a des clubs qui vont entendre que Lucas Stassin veut partir, allô Lucas Stassin veut partir, est-ce que vous êtes intéressé? Et d'un autre côté, oui mais c'est 20 millions si vous le voulez, c'est 20 millions minimum donc il faudra poser les 20 millions. Donc c'est un jeu de chaud-froid qui va durer probablement tout l'été et qui, à mon avis, et c'est seulement un avis personnel, c'est pas une information, se décomptera dans les 15 derniers jours au moment où les clubs doivent finir l'élaboration de leur effectif et finaliser les dernières petites retouches. Et s'il y a une retouche sur Stassin ou sur Stassin notamment, ce sera, je pense, à ce moment-là. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas de club poser 20 millions sur la table pour Lucas Stassin. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit le choix numéro 1 d'un club qui le piste. Romain, toi, tu penses que c'est un dossier qui va se débloquer, en tout cas que la vente du joueur pourrait se débloquer dans les derniers instants, ou est-ce qu'on pourrait le voir potentiellement en Ligue 2 l'année prochaine? Sylvain a parfaitement résumé la situation. Hein. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a bougé. Ça a fait couler de l'encre, mais il n'y a rien qui a bougé. Le joueur, il est là, il est en phase de reprise. Il sera trop court pour jouer ce soir, mais il est en phase de reprise. Alors, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. C'est pas quelqu'un qui tire la tronche ou quoi que ce soit. Hein. En tout cas, il est bien présent, il se prépare. Aujourd'hui, quel club peut mettre 20 millions d'euros sur un attaquant de pointe? En France, il y a le PFC, mais a priori, c'était pas forcément sur lui qui partirait en premier. Il parlait plus d'Ablin ou un autre. Voilà, donc ça, c'est rideau parce que ceux qui sont un peu au-dessus, l'OM va pas aller dessus, Paris, j'en parle pas. Monaco non plus, ils en ont déjà 3-4. Donc voilà, c'est réglé. Et après, c'est à l'étranger. À l'étranger, ça va être des clubs qui jouent l'Europe, qui jouent la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, le marché il s'est pas complètement décanté encore. Donc ça va être un jeu des chaises musicales. Est-ce qu'ils prendront un Stassin C'est une possibilité parce qu'il a brillé sur 6 mois. Est-ce qu'il arrive en haut de la pile Pour l'instant, non. Demain, on verra. Tout simplement. Le dossier de l'année, donc qui reste à suivre sur peuplevert.fr et sur les réseaux sociaux.
Et justement, juste derrière, l'ASS qui prépare la rotation sur ce poste d'attaquant, puisque les Verts avancent sur un profil pour remplacer numériquement le départ de Sissoko en Allemagne. C'est celui donc de Joshua Dufus, qui a été donc révélé en exclusivité sur Peuple Vert. L'attaquant a donc 20 ans et joue avec Brighton, les U21 de Brighton, alors qu'il était déjà suivi par plusieurs clubs de Bundesliga. Sylvain, est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? On parle d'un joueur adroit devant le but. C'est un joueur très mobile qui est un avaleur d'espace. Il est capable de répéter les courses et les efforts à très haute intensité, donc ça c'est assez intéressant. Il a été essentiellement utilisé dans la réserve de Brighton, même s'il a fait une petite apparition avec les professionnels sous De Zerbi. Maintenant, c'est un profil qui n'est pas fini, qui est encore à développer, comme beaucoup de joueurs qu'on va chercher. Et voilà, il faudra lui laisser encadré par un Lucas Tassin ou un joueur qui est peut-être plus en avance dans sa progression, va lui permettre d'avancer et de passer les échelons. Quoi qu'il en soit, l'arrivée d'un attaquant était nécessaire avec les départs de Wadji et de Sissoko. Il fallait qu'on aille chercher quelqu'un d'autre parce que le jeune Gillian Nguessan aura du temps de jeu, mais ça paraissait peut-être un peu light de l'avoir en numéro 2 en Ligue 2 cette saison. On peut s'attendre à cette rotation-là entre un attaquant de pointe qui pourrait être Lucas Tassin avec Dufus et Nguessan. Je pense que c'est l'idée, hein. Après, Nguessan avait aussi été utilisé sur le côté. Je suis pas convaincu par l'idée, mais Orneland, je crois, n'écarte pas cette option. Romain, pour rentrer un peu plus dans le concret, où en est le dossier aujourd'hui? Il a été aperçu dans l'ETRA ces derniers jours? Enfin, à l'ETRA. C'est un dossier, si je dis pas de bêtises, qu'on a bouclé mercredi, qu'on vous a informé. On a sorti l'article au terme d'une enquête épique chez Peuple Vert. Voilà, aujourd'hui, il y a relativement peu de suspense. On voit qu'il y a plusieurs joueurs qui le suivent et réciproquement. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'il va être officialisé d'ici cette fin de semaine et qu'il sera avec le groupe en stage dans les jours à venir. Voilà. Une actualité donc toujours à suivre sur peuplevert.fr. Merci de nous avoir suivis pour ce point mercato. N'hésitez pas évidemment à nous poser vos questions en commentaire, ce sera avec un grand plaisir qu'on y répondra, autant sur le mercato que sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne, puis à nous donner un avis sur la vidéo, toujours pareil. On lit tout et on répond avec un grand plaisir. Romain, Sylvain, merci d'avoir été avec moi. Je vous invite à vous rendre sur le site peuplevert.fr pour ne rien rater de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, surtout moins d'un mois avant la reprise du championnat de Ligue 2. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis le plus important, allez les Verts.